Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer le chapitre 1 de ce semestre 2 sur le calcul intégral. Avant de commencer le chapitre en soi, une petite info pour vous motiver si c'est nécessaire. Sachez que si vous réussissez, si vous comprenez ce chapitre, si vous réussissez à bien le comprendre, que vous le travaillez comme il faut, je pense que vous pouvez rajouter à votre moyenne du semestre, pas juste en maths, hein, mais à votre moyenne du semestre tout court, au moins un ou deux points. Pourquoi? Parce que calculer des intégrales, des primitives, vous allez en avoir besoin, bien sûr, en maths, mais aussi dans beaucoup d'autres matières. Et du coup, si vous maîtrisez le calcul intégral, ça vous permettra d'avoir des meilleures notes dans les autres matières et d'augmenter fortement votre moyenne de DUT de ce semestre et même, je pense, de l'an prochain. Donc, un conseil, travaillez bien ce chapitre, posez toutes les questions nécessaires si besoin, si vous ne comprenez pas, mais en tout cas, travaillez bien le chapitre comme il faut. C'est parti, du coup. Alors commençons par la définition, quelques premières propriétés de l'intégrale. Donc dans tout chapitre, on va considérer deux réels, a et b, avec a strictement positif b, et on va considérer une fonction f définie sur l'intervalle ab. On appelle l'intégrale de f entre a et b l'aire algébrique du domaine compris entre les droites d'équation x égale a et x égale b, entre la courbe cf de f et l'axe des abscisses. On note la notation suivante, cette notation veut dire intégrale de a à b de f de x dx. Alors c'est pas ça la vraie définition de l'intégrale, il y a une définition purement mathématique, mais qui en pratique on va pas du tout l'utiliser, elle va plus embrouiller qu'autre chose. Et du coup, nous, on va avoir une intégrale, pour nous ça va être une aire sur une courbe. Alors R algébrique, ça signifie quoi? Ça veut dire que ça peut être positif ou négatif. Si vous avez bien compris, hein, l'intégrale c'est l'aire qui est comprise entre votre courbe et l'axe des abscisses sur un segment AB. Si votre courbe est au-dessus de l'axe, ça va être une aire positive. Si elle est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est une aire positive. Si votre courbe est en dessous de l'axe des abscisses, ce sera une aire négative. C'est pour ça qu'on parle d'aire algébrique, parce que possiblement, ça peut être négatif. Donc une proposition où on sait que si on a une fonction f qui est continue ou continue par morceau ou monotone sur un intervalle, alors elle est intégrable. Donc ça, pourquoi je vois cette proposition? Posez bien en tête que à la base, de base, toutes les fonctions ne sont pas intégrables, mais nous en pratique, toutes les fonctions qu'on va considérer, qu'on va utiliser, le seront. Donc du coup, pour tous les exemples que je vais vous donner, ça sera intégrable, donc vous n'aurez pas besoin de se poser ce genre de questions. Mais retenez bien que ce n'est pas tout le temps le cas. Donc une fonction n'est pas tout le temps intégrable partout en tout cas. Donc proposition avec ici quelques propriétés utiles. Je considère deux fonctions f et g continues sur AB, donc je suppose continue pour être sûr que l'intégrale est bien définie, et deux réels alpha et bêta. Alors premièrement, si je fais l'intégrale de alpha fois f plus bêta fois g, c'est alpha fois l'intégrale de f plus bêta fois l'intégrale de g. Il faut bien retenir cette formule, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors si j'utilise un langage technique qu'on verra en deuxième année, au S4, on dit que du coup que l'intégrale est une application qui est linéaire. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, et que si vous multipliez une somme par une intégrale par une constante, vous pouvez retirer la constante de l'intégrale et après calculer l'intégrale de la fonction qui reste. Deuxième propriété qu'on va moins utiliser, la valeur absolue d'une intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue d'une fonction. Ça, c'est très utile en maths quand on fait des maths un peu poussées, mais nous, on ne va pas trop l'utiliser. Je vous l'ai quand même mis pour être complet. Si j'ai une fonction f qui est positive, son intégrale est également forcément positive. C'est bien de l'avoir en tête. Si vous avez une fonction positive de base, vous faites votre calcul, vous trouvez à la fin un résultat négatif, bah, c'est que vous êtes trompé quelque part. Donc c'est bien d'avoir ce résultat en tête pour ce genre de choses. J'ai une fonction f qui est plus petite qu'une fonction g. Alors l'intégrale de f sur un domaine est plus petite que l'intégrale de g sur le même domaine. Et enfin, dernier point, relation de Chasles qu'on va pas mal utiliser, qui peut être utile. Donc intégrer une fonction entre a et b, c'est pareil que si je prends un c entre a et b, intégrer de a à c, puis intégrer de c à b. Si on a une notion que l'intégrale c'est une notion d'aire sous la courbe, c'est logique, hein. Vous intégrez d'un point A à un point B, vous pouvez très bien vous arrêter au milieu, ou n'importe où au milieu, entre les deux points, et faire la somme des deux aires obtenues en faisant ça. Et oui, dernier point, mais qu'on va pas trop utiliser, si j'ai une fonction qui est positive ou nulle, et je sais que son intégrale est nulle, alors automatiquement la fonction est nulle. Vous comprendrez, ce que j'ai mis en rouge, il faut bien le connaître. Le reste, je vous l'ai mis pour être un peu complet, mais on ne va pas forcément beaucoup l'utiliser dans ce chapitre. Une définition qu'on ne va pas trop utiliser nous, mais que vous allez voir dans d'autres matières. Pourquoi est-ce que vous allez avoir besoin beaucoup d'intégrales? Parce que dans une matière, vous allez calculer ce qu'on appelle une valeur moyenne d'une fonction ou d'un signal, quand vous ferez ça en physique. Donc la valeur moyenne, c'est quoi? C'est 1 sur la longueur d'un intervalle, intégrale de votre fonction sur cet intervalle. Et vous allez aussi avoir ce qu'on appelle la valeur efficace sur un intervalle AB. Donc ça va être, vous faites 1 toujours 1 sur la longueur de l'intervalle, donc 1 sur b moins a. L'intégrale entre a et b de votre fonction au carré, et vous prenez la racine carrée de tout ça, ce qu'on appelle la valeur efficace. Donc ça, vous allez beaucoup le calculer dans d'autres matières, et donc pour calculer ça, vous êtes capable de calculer des intégrales, 12 chapitres. Vous serez capable de calculer des intégrales pour réussir ce DUT, ça vous facilitera grandement la vie en tout cas.
Du coup, pour calculer des intégrales, on va devoir calculer ce qu'on appelle des primitives. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va considérer i un intervalle de R, une fonction f de i dans R, que je vais supposer du coup définie sur i. On appelle primitive de petit f sur i, toute fonction qu'on va souvent noter grand F, dérivable sur i, est telle que la dérivée de grand F soit égale à petit f. Donc grand F est une primitive de petit f si grand F' égale petit f. Pourquoi est-ce que on parle de primitive? Bon, déjà un théorème qui va permettre de faire le lien. Si je considère une fonction f continue sur AB, un moyen de trouver une primitive de f sur AB, c'est de faire l'intégrale entre a et x de f de t dt. Et du coup, on appelle ça une primitive. Enfin, en faisant ça, grand f est une primitive de petit f. Donc, il est ainsi courant de noter intégrale de f sans forcément préciser les bornes pour une primitive de petit f. C'est une notation que je vais beaucoup utiliser. Elle n'est pas forcément, enfin, elle n'est pas très rigoureuse, mais elle a le mérite d'être très très efficace et très très pratique pour faire des calculs. Du coup, j'ai beaucoup utilisé cette notation. Donc quand je noterai intégrale sans mettre de borne, une fonction f de x dx, ça signifiera que je calculerai la primitive de cette fonction, ici, petit f. Donc une proposition, premièrement, c'est que si grand f est une primitive de petit f, alors pour toute constante c, grand f plus petit c est aussi une primitive. C'est logique, hein. Si je calcule la dérivée de grand f plus petit c, la dérivée de grand f, bah, c'est petit f par définition, et la dérivée d'une constante c, c'est 0. Et du coup, f plus c est bien également une primitive. Et de ce fait, on va pouvoir dire que, enfin, si je veux trouver une primitive, si je fixe une condition initiale, c'est-à-dire je cherche une primitive de petit f qui vérifie grand f de x0 égale petit y0 pour x0, y0 fixé, alors je vais pouvoir dire dans ce cas-là qu'il y a unicité de la primitive et que je peux la calculer en calculant l'intégrale de x0 à x entre f de t dt plus certain y0. C'est pas ça qu'on va beaucoup utiliser, c'est plutôt ce qui arrive maintenant, qui est en rouge, donc ça on va beaucoup l'utiliser. Pourquoi je vous parle de primitive? Parce que, en fait, quand je veux calculer une intégrale, si je veux calculer l'intégrale de a à b de f de x dx, alors, pour ce faire, je vais déterminer une primitive de ce petit f que je vais noter grand F, et je vais utiliser la notation crochet ici AB, et cette notation, elle signifie quoi? Elle signifie que je vais calculer grand F en petit b moins grand F en petit a. Donc ça va toujours être pour calculer l'intégrale. Vous déterminez une primitive de votre fonction, puis vous calculez la valeur de cette primitive en la valeur du haut, moins la valeur de cette primitive en la valeur du bas. Donc voilà comment on fera pour calculer des intégrales. Du coup, il est important de connaître les primitives usuelles. Première primitive usuelle, la primitive d'une fonction puissance, donc une fonction de la forme x puissance n. Je vous rappelle ma notation, quand je ne mets pas de borne, c'est-à-dire que je parle d'une primitive. Alors là, d'ailleurs, comme je mets un plus c, j'ai mis toutes les primitives, ou j'ai mis au pluriel. Donc toutes les primitives de la fonction x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus une certaine constante c si n est différent de moins 1. Comment retenir ça? Si vous connaissez bien vos formules de dérivée, vous pourrez facilement trouver vos formules de primitives. Vous savez normalement tous que la dérivée de x puissance n, comment ça fonctionne, c'est je multiplie par n, et je fais fois, et après je fais x puissance n moins 1, je diminue la puissance de 1. Pour la primitive, ça va être l'inverse. Pour dériver, je diminue la puissance de 1, donc pour intégrer, pour faire la primitive, je vais augmenter la puissance de 1. Quand je dérive, je multiplie par l'exposant, là je vais diviser par l'exposant, mais attention, l'exposant nouveau que j'obtiens quand j'ai fait n plus 1, d'où la formule qui est ici. Primitive de 1 sur x, ça c'est comme ça qu'on l'a défini, c'est ln de, attention nuance, valeur absolue de x, pour prendre x différent de 0, pour que cette égalité soit valable pour tous les x différents de 0, je prenne la valeur absolue. Si je mets juste ln de x, c'est valable que pour les x strictement positifs. Primitive de cosinus, c'est sinus, logique, parce que vous savez que la dérivée du sin, c'est cos, donc primitive de cos, c'est sin. Vous savez que la dérivée de cos, c'est moins sin, donc primitive de sin, c'est moins cos. Donc voilà quelques primitives visuelles qui sont assez logiques si vous connaissez bien vos dérivées. Primitive de l'exponentielle x, c'est lui-même. Pourquoi? Parce que la dérivée de l'exponentielle x, c'est lui-même aussi. Donc pour le coup, pour l'exponentielle, c'est assez simple. Primitive dérivée, c'est pareil. Et enfin, les fonctions arctan, arcsin et arcos. Alors, ces deux-là, je ne vous demandais pas de les connaître au OS1, et c'est toujours pas le cas. Par contre, celle-là, il faut absolument la connaître. Une primitive de 1 sur 1 plus x au carré dx, c'est, une primitive de 1 sur 1 plus x au carré, pardon, c'est la fonction arctangente de x. Donc il faut bien connaître ça. Et normalement, vous le savez, si vous vous souvenez, comme je vous l'avais demandé, que la dérivée de l'arctangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc des petits exemples de primitives qu'on va faire dans des vidéos. Donc du coup, ces exemples, je vais les regrouper sur une même vidéo que je vais appeler exemple 1. Vous aurez du coup ces trois primitives ici. Donc j'en dis pas plus ici. On peut aussi avoir des primitives avec des fonctions composées. Je vais aller assez vite là-dessus. Si vous connaissez vos primitives visuelles et vos formules de fonctions composées, vous avez les primitives qui sont ici. Donc si vous connaissez bien vos formules, vous pouvez les retrouver facilement. Si vous ne le connaissez pas très bien, je vous invite à connaître tout ça par cœur. Donc soit vous savez le retrouver facilement, soit je vous invite à le connaître par cœur. C'est vraiment très important, toutes ces formules qui sont ici.
Donc grâce à ça, on va pouvoir calculer d'autres exemples de primitives, que dans un exemple, j'appellerai exemple 2, donc j'en dis pas plus parce que ça sera fait en vidéo. Et en fait, je vais regrouper dans une même vidéo les exemples précédents qui s'appelleront exemple 1 et celui-ci qui s'appellera, et ceci s'appelle exemple 2. Petit outil maintenant pour calculer certaines intégrales, cet outil s'appelle l'intégration par partie. Du coup, théorème est le suivant. Je considère deux fonctions u et v, dérivables sur intervalle AB, et je suppose que u' et v' sont continus sur ce même intervalle AB. Alors, je vais pouvoir dire que si je veux calculer l'intégrale de a à b de u fois v', ça va être égal à, je fais le produit u fois v, je prends son crochet, ça signifie que je calcule la valeur de b moins je calcule la valeur en a, moins l'intégrale de a à b de u' de x fois v de x. Comment il faut comprendre ça? Bon, en fait, dans la première intégrale, vous avez u fois v', dans le crochet, vous ne voulez aucune dérivée, donc c'est u fois v, et dans l'intégrale suivante, vous bougez le prime de place. Donc le prime, il est passé de v à u, à cet endroit-là. La formule marche aussi dans l'autre sens, l'intégrale de u' fois v, ça sera ici le même crochet, et là, ça sera u fois v'. D'où vient cette formule? Elle vient du fait que la dérivée d'un produit, ce n'est pas le produit des dérivés. La dérivée d'un produit, dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv', c'est de là que vient cette formule. Et du coup, de même, attention, l'intégrale d'un produit, ce n'est surtout pas le produit des intégrales. Je répète, l'intégrale d'un produit, ce n'est surtout pas le produit des intégrales. C'est vrai juste pour la somme. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc un exemple qui s'appellera, que je vous mettrai dans une vidéo qui s'appellera exemple 3, sera regroupé avec une autre. Donc la primitive de la fonction ln de x, c'est pas une primitive usuelle. Et les données ici, on la trouve grâce à l'intégration par partie. Je vous ferai une vidéo pour vous l'expliquer. Je ne vous demande pas de connaître cette primitive par cœur pour le coup. Alors, grâce à ça, on va pouvoir construire ce que je vais appeler des exemples catalogues. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, on va avoir une série d'exemples qu'on va toujours savoir calculer en appliquant toujours la méthode que je vais vous signaler ici. Premier exemple que je vais appeler catalogue, c'est calcul de l'intégrale d'un produit d'une fonction polynôme avec une fonction soit exponentielle, soit cosinus, soit sinus simple. Qu'est-ce que je veux dire par simple? C'est du cosinus de une constante fois x, du sinus de une constante fois x, ou de l'exponentielle d'une constante fois x, et rien d'autre. Quelle va être la méthode? Ça va être de faire une intégration par partie. Et comment on va faire? Donc, dans l'intégration par partie, on va poser u égale p, donc on va dériver le polynôme pour diminuer son degré, et on va poser v' égale soit le cos, soit le sinus, soit l'exponentielle, donc on va intégrer le cos ou le sin ou l'exponentielle. Et on va faire ça autant de fois que le degré de mon polynôme. Donc là, si par exemple j'ai un terme de degré 2, il faut que je fasse deux intégrations par partie. Rien de mieux pour comprendre qu'un exemple, et du coup, cet exemple qui est ici, je vous regrouperai dans une vidéo, enfin je vous mettrai dans un exemple qui s'appelle exemple 4. Et pareil pour l'exemple ici, je le ferai dans la vidéo exemple 4, et vous aurez l'exemple 3 et l'exemple 4 sur une même vidéo. Autre exemple, catalogue. Je veux calculer l'intégrale d'un produit d'une fonction exponentielle avec une fonction cosinus ou sinus. Donc comment ça va fonctionner? Je vais noter ici intégrale. Ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que je peux intégrer ou dériver aussi bien l'exponentielle que le sinus. Une primitive de l'exponentielle, je le connais. Une primitive du sinus, je le connais aussi. Et pareil pour le cos. Comment ça va fonctionner? On va faire deux intégrations par partie successives. Et la seule règle, c'est de prendre la même. Si j'ai choisi de dériver l'exponentielle dans la première IPP, je dériverai également l'exponentielle dans la deuxième IPP. Si j'ai choisi d'intégrer l'exponentielle dans la première IPP, je ferai pareil dans la seconde. On obtient alors une équation de la forme i égale une constante plus une autre constante fois i, on résout et on trouve la solution. Une autre possibilité, c'est de faire les formules de l'art pour le cos et le sin, ça peut aussi marcher pour le coup. Un exemple pour bien comprendre tout ça, et je vous le ferai dans une vidéo à part qui s'appellera exemple 5. Autre exemple catalogue, si je veux calculer l'intégrale du produit d'une fonction polynôme avec une fonction logarithme, ça va encore une fois se faire par intégration par partie. Mais ce coup-ci, on va dériver le logarithme, logique parce qu'on n'en connaît pas de primitive de façon visuelle, et on va intégrer le polynôme. En faisant ça, tout va se simplifier, on va pouvoir calculer, et du coup, le mieux, c'est un exemple pour comprendre. Et pareil, cet exemple, je la ferai dans une vidéo qui s'appelle exemple 6. Ça termine cette première partie de cours, et du coup, on verra par la suite avec notamment, la suite, ce sera les changements de variables.